ben là, on est bien. On est bien, on a fait une belle dégustation. Tout à fait. Bon, on s'est mis un peu à l'abri du vent. Il y a un peu de tramontane aujourd'hui. C'est pas qu'on soit frileux, mais c'est que ça fait du bruit sur la vidéo. Je suis venu dans un pays que j'affectionne énormément. Probablement l'un des plus grands terroirs de France, c'est les Fenouillèdes. C'est là-bas, dans les hauteurs du Roussillon, on peut le dire comme ça. Oui. Hein, là-haut dans la montagne. Et tant qu'à venir ici, ben, je ne vais jamais voir n'importe qui. J'ai déjà fait pas mal de reportages ici parce que c'est un peu un jardin que j'affectionne. Et là, je suis venu voir un vieux complice, un vieux copain, parce que ça fait un bail qu'on se connaît, nous. Hein. Ça fait un bail. Ça fait une dizaine d'années. Même plus. Oui, plus. On Ouais, on va pas nous dire. Voilà, on va pas se le dire. Je suis venu voir Hugo Arguti, au domaine éponyme. Hugo Arguti, comment ça va, Hugo? Bien. Mais je te trouve en plénitude comme je ne t'ai jamais vu. Mais ici, c'est la région. C'est la région, c'est Non, le mais climat, c'est les vins, c'est la joie de vivre. Je pense que tu arrives à une maturité aussi. Ouais. Une maturité. Ouais. Moi, je t'ai connu dans une autre vie, il y a une quinzaine d'années, effectivement. Tu étais à l'époque directeur d'un grand cru classé de Bordeaux, de Saint-Émilion, Fontbroge, dirigé par notre connaissance commune Bernard Magret. Si tu nous écoutes. Bon Bernard, j'ai appris beaucoup avec lui. Et donc on s'est connus là-bas, on faisait quelques réceptions à Fontbroge, on a fait du bon travail. On a fait du bon boulot. Et puis tu es arrivé un peu dans le Roussillon parce que tu étais à la quête de vignes, pas pour toi mais pour ton employeur. Et puis forcément tu étais à la recherche, il te faisait confiance, je pense que tu étais digne de sa confiance, et puis tu arrives dans ce pays, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça a été un peu le coup de foudre. Hein. Quand j'ai vu la région, ça a été le coup de foudre. Bon, d'une part par le climat, par le paysage, par les terroirs. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses à faire. C'est là qu'il fallait investir pour poursuivre l'aventure du vin. Est-ce que tu avais l'impression qu'ici les choses étaient possibles, qu'il y avait encore possible d'imaginer, de créer, de partir avec un nouveau challenge? Il y avait encore plein de choses je pense qu'il y en aura encore, je pense, mais il y a encore plein de choses à découvrir, à faire et à faire connaître. Qu'est-ce qui t'a plu ici? Les variétés des cépages, la variété des vins, un peu de tout, un peu de tout. C'est un ensemble, en fait, c'est une région pour moi qui est bénie des dieux, hein, par le climat, par le terroir, et par les vins qui aujourd'hui sont exceptionnels. Ce genre de produit qui est un ambré, par exemple un Rigoda ambré, moi je ne connaissais pas du tout. Bordeaux, pour moi, ça se situait autour de quelques cépages de Bordelais, les traditions, et c'est tout. T'as quand même des bons Bordeaux. Il y a des non. Moi, j'ai passé pour moi, ça a été une très belle aventure Bordeaux, et je l'ai poursuivi ici, donc voilà. Donc tu viens ici pour trouver des vignes pour ton employeur, et puis quelque part en discutant, tu dis mais pourquoi moi je m'en achèterais pas un petit lopin. Exactement. Alors il y en a un qui te prend pour un jambon, oui. et il te monte une parcelle avec du courneau et tout ça. Il m'a pris pour un Parisien, voilà. Mais bon, ça s'est vite rétabli, et quelques temps après, je repartais le soir même avec 3,60 hectares que j'avais acheté. Et là, tu avais plusieurs cépages dans la même parcelle. Exactement. Un petit îlot tout à fait en haut, perché dans la montagne, et ça m'a aussitôt, j'ai été surpris par ça, et donc le soir même, j'avais acquis les 3,60 hectares. Tu serais descendu dans la plaine, tu aurais été moins séduit. Exactement. Non, là j'ai réussi, c'est un choix l'arrière-pays, hein. L'arrière-pays vers la montagne ici, c'est un choix pour avoir notamment des vins. Quand on est du métier, on arrive à comprendre ces choses-là vite fait. C'est-à-dire que l'exposition, voilà. Tu sens la vigne, tu vois la couleur de ses doigts, tu sens si elle est bien. Quand on arrive sur un truc, on le sent. Quand on est du métier, on le sent. Je suis d'accord. Et en fait, j'ai dit il faut rester sur l'arrière-pays parce qu'il fait moins chaud, les nuits sont plus fraîches, pour faire des blancs ça sera mieux, et les rouges aussi. Aussi hein. Ici on est déjà à plus de 350 mètres d'altitude, hein. Donc on est carrément sur les contreforts des Pyrénées. Premier millésime 2004. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ton premier millésime? Alors, premier millésime... Moi je l'appelle millésime bordelais. Oui, parce qu'en fait ça a été... bon d'abord à cette époque-là j'étais en 20 pays puisque j'avais pas de Syrah, puisqu'ici il faut avoir au moins 25% de Syrah sur le domaine. Quelle connerie. Voilà, quelle connerie. Parce qu'on peut avoir notre nouvelle Syrah et enfin voilà.
Donc ça, et tu as des gens qui n'ont pas des terroirs à Syrah. Exactement, tout à fait. Parce que la Syrah, c'est sensible, hein. C'est très particulier au niveau des les sols secs, elle n'aime pas du tout. Non. Donc il faut des sols profonds, enfin il y a plein de choses que la Syrah n'aime pas. Voilà, et puis c'est notre premier millésime, et je travaillais encore sur Fontbrouge, hein, donc il a fallu faire des allers-retours. Et la chance que j'ai eue, c'est que par exemple... il y avait déjà ton épouse, il y avait déjà cette chance-là. 2004, 2005, 2006, en fait, on a quasiment vinifié par téléphone. Oui, mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit. C'est parce qu'elle m'en a parlé. Exactement. Elle m'a dit qu'elle avait fait l'œnologue téléphonique. C'est ça, donc, et par téléphone, régulièrement, on l'a dégusté, elle me disait ses impressions, et ainsi de suite. Donc voilà. Ah, le cire. Ah oui, ça a été vraiment l'aventure. Hein. Et en fait, c'était une belle aventure parce qu'aujourd'hui, je suis partie prenante là-dedans. Maintenant que donc, j'ai arrêté mes activités sur le Bordelais et je me consacre donc à ici. Et je me fais vraiment plaisir. Ouais, là, vraiment, je revis, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais plein de choses nouvelles, comme ça d'ailleurs. Ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai souvenir de ton premier millésime convaincant. Je suis vraiment convaincant, c'était 2008. C'est le premier millésime qui m'a vraiment convaincu en disant, oui, il est dans le bon, il est dans le juste et il est dans le grand surtout. Et après, les millésimes se sont empilés avec une qualité, je ne vais pas dire qui croit, mais qui correspond bien au millésime et qui, en plus, j'ai comme l'impression chaque fois que tu apportes une petite pierre à l'édifice, que tu sens ton vin, par exemple, tu me disais, dans certaines années, je peux varier la proportion de Syrah pour apporter plus ou moins de fraîcheur et d'acidité. Donc tu es quand même à cette écoute de vin. Ah oui. Mais ta marotte ces dernières années, c'est le rancio. Ah oui. Ça, il faut que j'arrive. Ça y est, je suis parti dans le rancio, c'est mon produit. C'est un vin mythique pour moi, donc c'est particulier, c'est un vin que je comprends mal et que j'ai envie de faire. Parce que j'ai goûté des choses extraordinaires et donc c'est un produit que j'ai envie de faire. Et là, je vais me lancer. C'est une nouvelle marotte, tout à fait. C'est l'impression que tu as à chaque fois une espèce de quête du Graal, tu as toujours besoin de quelque chose qui va te donner l'impulsion pour encore avancer. Ah oui. Jusqu'à ce jour, chaque fois j'ai évolué, on est parti sur simple blanc et rouge, ensuite on est monté sur des muscats, muscat de Rivesaltes, ensuite des moris que je ne connaissais pas du tout dans le sens, c'est des produits... Le mutage, c'est un travail qui est vraiment particulier. C'est fabuleux, c'est des produits en élevage oxydation. Ouais, mais ne mute pas qui veut, il faut avoir une intelligence au niveau du mutage. Ouais. Et après on y amène son petit savoir-faire, sa petite note. Et pour en revenir par exemple au rouge, parce qu'en venant ici, je n'ai pas voulu changer l'identité des produits. J'ai amené ma façon de faire, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mes méthodes que j'ai apprises par ailleurs, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de ne pas changer l'identité d'un terroir ou d'un vin. Le bonhomme ne doit pas dominer le terroir, voilà. Il doit le conduire. De toute façon, moi je dis toujours que dans l'élaboration d'un vin, il y a l'homme pour 50% et le reste c'est la nature en fait, le sol et le reste. Voilà. On n'est jamais maître complètement de... moi il faut me faire gober que le terroir domine complètement le passage à la porte du chai. Ça, je ne crois pas. Je pense que l'homme a forcément un impact sur le vin. Mais on a une limite, c'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre à la nature, donc à partir de là, et puis c'est ce qu'il faut aussi. Tu sais, si je viens faire causer des vignerons, c'est parce que je sais très bien que sans hommes, il n'y a pas de vin. Pas sans femme non plus, bien sûr que ça s'entend. On est tenu par... Puis là, tu m'as surpris avec cette bouteille que je vais montrer. La voilà. Voici l'étiquette, Valentina. Donc, je ne sais pas que tu aimes forcément le tennis ou les cosmonautes. C'est... Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans un Rivesaltes en pareil? Qu'est-ce qui... Le fait d'en avoir goûté. Ici, on goûte des choses intéressantes chez des anciens vignerons qui ont ça depuis tout le temps et qui font ça quasiment normalement, sans aucun... Et ça m'a toujours surpris. Autant le mouris que ça, mais ça, c'est moi, l'oxydation, les vins oxydés, pour moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné et de voir jusqu'où on peut aller dans ce genre de produits et qui aujourd'hui c'est fabuleux. On accorde ça avec des fromages, des bons fromages, avec des foie gras. Je sais pas. Pour moi, les vins oxydés, c'est du pilotage.
C'est-à-dire quand c'est réussi, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais quand des moments c'est déviant, t'as pas un pourcentage d'erreur possible sur des vins oxydés. Sur quoi tu tombes dans l'oxydé à défaut. Voilà. Alors que là, on est très riche en fruits, on est encore... Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le rancio ne domine pas ce vin parce que justement, il y a une richesse de fruits qui fait que le fruit va porter un moelleux sur le rancio et on arrive sur une balance comme ça où tu as cette saveur de rancio qui est là, mais tu n'es pas sur quelque chose de sec, de décharné, tu as quelque chose de moelleux, confortable, sans richesse excessive. Mais bon, on s'est tapé un vieux Cantal là-dessus, on n'a pas pleuré. Hein. Ouais. On aurait pu faire ça avec un foie gras, mais n'importe... Le Cantal était très bien. Ouais, le Cantal est très bien. Alors maintenant, tu as fait des rouges, des blancs, des rosés à la demande de madame. Oui. Et tu m'as dit des vrais rosés. C'est des vrais rosés. Hein. Oui. Vendange particulière, donc avant le 15 jours, 3 semaines avant les vendanges normales, récolter les grappes les plus hautes, macération pelliculaire, pressurage, débrombage à froid, enfin tout le reste. Voilà, donc on fait des vins qui sont magnifiques. Donc tu as fait rouge, blanc, rosé, maintenant tu te lances dans le rancio. Peut-être en avant, c'est quoi le prochain challenge? J'en sais rien encore, mais il y a toujours... Faire déguster tes vins sur la lune, enfin je m'attends tout avec toi. Non, il faut toujours regarder devant et il y aura bien une idée qui va ressortir encore un jour ou l'autre. Et c'est fabuleux parce que dans cette région, on peut faire plein de choses. C'est incroyable, donc d'abord par le climat, mais aussi par la multitude de produits qu'on peut établir, qu'on peut faire. Moi je suis d'accord avec toi, dans le Roussillon et surtout cette partie-ci, tu as à la fois une myriade de terroirs, tout à fait. Une myriade de climats et d'expositions. Tu as les vents qui influent énormément aussi sur les vins, tu as les cépages, puis tu as les types de vins. C'est doux, rancio. On n'a même pas parlé de ton muscat, tu vois. Et le muscat de Rivesaltes, bien sûr, qui est fabuleux, tout en finesse. Moi, je le travaille tout en finesse. Tu as toujours mis un petit ange sur l'étiquette? Oui. Ça, voilà. Forcément. Voilà. Bon, c'est des petits volumes, hein, mais c'est... Voilà. Ouais, tu es un gros producteur ici dans le coin. Tu fais combien de bouteilles? Tout confondu, tous les produits confondus, c'est 15 000 bouteilles. 15 000 bouteilles. C'est rien. Quoi. Plus de la moitié partent à l'export. Ouais. Ces étrangers comprennent. Et aujourd'hui, en fait, je cible, en fait, surtout, puisque j'ai la possibilité de le faire, je cible aussi ma destination de vin, c'est-à-dire je vais vers les étoilés, vers les gastros, les importateurs qui me restent fidèles, j'ai quelques cavistes. Et des clients particuliers. Voilà, et surtout, j'adore la clientèle particulière qui vient à la propriété. Parce qu'en fait, on a un échange, en fait, on parle de notre produit directement avec la personne, on goûte sur place, on voit les impressions des gens. C'est important de connaître son public. Vous savez, quand on a quelqu'un à l'autre bout du monde qui vous achète le vin et que vous ne voyez jamais, ou quasiment, c'est un peu plus... voilà. Alors que là, la personne qui vient à la propriété, on peut passer des heures à déguster, à parler, et éventuellement... si c'est le bon moment, il reste à table avec nous. Hein. Oui, c'est le meilleur moment pour partager Voilà. On a fait notre petit tour, moi je vais continuer ma balade. On va trinquer là-dessus parce que franchement ça vaut la peine. Et on va se dire que franchement elle est pas belle la vie. Ouais. Si c'est ça la misère, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. Allez mes amis, à très bientôt. Santé. Viens dès ici, c'est vraiment très bon. On peut pas le boire en une gorgée sans quoi je siffle le verre. Ouais. C'est fin bon. Hein. Ah, du pipi de Jésus.